Bonjour Aurore, Bonjour. contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un grand nouveau projet. J'ai eu Ouais. la chance d'interviewer Anne-Claire la semaine dernière pour parler de ce même projet. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, bah, c'est un projet qui a germé déjà dans nos esprits il y a au moins 2 ans, je pense, quand on était à Bali, on en parlait déjà. On se disait qu'il y avait une émergence, que les gens faisaient de plus en plus de pratiques dédiées au bien-être, etc. Et on s'était dit que ça aurait été chouette de pouvoir créer une plateforme ou quelque chose qui permettait aux gens de pouvoir retrouver les informations le plus rapidement possible, le plus simplement possible, plutôt que chacun fasse un peu les choses dans son coin. On ne savait pas encore trop quelle forme ça allait prendre. Et puis là, on a senti qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le moment était assez juste. Donc voilà. Super. Ben, merci d'être là aujourd'hui, merci pour ton temps. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Hmm. Donc moi, bon, je me suis donné le titre de praticienne holistique et chamanique parce que c'est un petit peu difficile de clairement définir ce que je fais. Euh, j'ai plusieurs domaines d'activité majeurs. J'anime beaucoup de stages, de formations, de retraites autour du chamanisme, du chant, de la danse, de la respiration, du yoga. Ensuite, j'accompagne aussi les gens en individuel sous forme de coaching, entre guillemets, pour les aider à évoluer, à oser se lancer, à écouter leur intuition. Et puis, je leur transmets aussi un petit peu tous les outils que j'ai à ma disposition pour qu'ils puissent s'en servir. Et j'ai aussi la casquette rédactrice. J'ai écrit déjà plusieurs livres sur certains sujets comme la lune, les cristaux. J'ai écrit des e-books et là j'ai un oracle qui sort début octobre et je suis en train d'en faire mûrir un autre. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, entre autres, on va dire. Ok, donc multi-activités. Super. Et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Quel a été ton parcours? Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'étais dans la communication digitale, les réseaux sociaux, etc. J'ai travaillé en agence et puis ensuite pour un gros groupe hôtelier. J'ai toujours été assez douée dans ce que je faisais, mais pas spécialement épanouie. Donc, je commençais un petit peu à me poser des questions il y a 5 ans, on va dire. Et en fait, peu de temps après les attentats du Bataclan, j'ai un syndrome d'origine inconnue qui m'a créé une espèce de paralysie qui a été très long à guérir, très lourd et très pesant, qui a débarqué de nulle part, qui n'est pas vraiment une coïncidence, mais sur le coup, on n'a pas trop su pourquoi. Et en fait, ça m'a questionné sur la façon de prendre soin de moi, de comment je me soignais, etc. J'ai cherché des alternatives aux médicaments, parce que je prenais beaucoup de médicaments pendant plusieurs mois. Et ça m'a emmenée vers la naturopathie, donc qui a été ma porte d'entrée. Et c'était aussi ça, au final, qui m'a fait rencontrer Anne-Claire à la base, parce qu'elle aussi, elle a eu la même porte d'entrée. J'ai commencé l'école et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais ouvrir un blog. Comme ça, j'aurai des clients dans 3 ans et puis on verra ce que ça donnera. Et au final, le blog a pris une ampleur et une direction un peu tout autre. J'ai arrêté la naturopathie en milieu de chemin. Et au final, je me suis mise à explorer plein d'autres voies et c'est ça qui m'a menée là où j'en suis aujourd'hui. Tout était allé très très vite. J'ai un petit peu eu du mal à vraiment me rendre compte de tout ce qui se passait. Mais voilà, c'est un petit peu à peu près ça. Hmm. Du coup, tu en as parlé un petit peu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement déclencheur à tout ça et qui a marqué un avant, un après dans ta vie pour te reconvertir, changer de métier et accompagner les autres. Je vois que dans ton parcours, il s'est passé plein de choses et tu t'es formé à plein de choses et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y aura un peu de chamanisme, d'astrologie, d'intuition, de communication non violente. Qu'est-ce que c'est le chamanisme pour toi?
Alors, le chamanisme, c'est vrai que c'est assez vague et compliqué à vraiment définir, surtout qu'en ce moment, il y a un néo-chamanisme qui est apparu en Occident et qui prend vraiment plein de formes. C'est un peu compliqué. Maintenant, tout le monde qui achète un tambour se dit praticien chamanique. Euh, pour moi, le chamanisme, c'est vraiment le remettre du sacré dans tout et puis respecter en fait toute forme de vie, que ce soit le monde, la terre, la nature, les autres, soi-même. Il y a vraiment une notion de respect. Et pour moi, le chamanisme, c'est retrouver ce sacré, que ce soit dans le visible, donc tout ce qu'on voit autour de nous, et aussi l'invisible. C'est pour ça qu'il y a un lien avec les mondes subtils qui est très fort, qu'on voyage, qu'on fait des voyages au tambour, etc., qu'on se connecte à différentes énergies, etc. Euh, pour pouvoir, je pense, retrouver un petit peu l'essence de ce pourquoi on s'est incarné ici. Donc, à mon sens, tout le monde peut pratiquer le chamanisme parce que tout le monde peut se reconnecter à la nature, tout le monde peut se connecter à son intuition. Après, voilà, il y a différentes pratiques et différents rituels, différentes façons de travailler. Et il faut aussi avoir l'humilité de ne pas se dire chaman, parce que même moi, je ne me dis pas chaman. Pour moi, les chamans, c'est vraiment des êtres qui dédient leur vie à ça, qui sont dans des communautés, dans des cultures souvent aborigènes ou voilà, dans différentes traditions. Et pour moi, ces êtres-là, ils, ils dédient leur vie à ça et ils ne demandent même pas d'argent la plupart du temps pour les guérisons. Et je les différencie vraiment des praticiens chamaniques qui, nous, on a récupéré des outils en fait qui sont inspirés de ces traditions-là pour pouvoir s'en servir et les mettre à disposition des êtres qu'on peut accompagner pour les guérisons, les guidances, etc. Je ne sais pas Hmm. si c'est très clair, mais c'est un peu ça. Non, mais merci de faire la distinction, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus parler de chamanisme et parfois ça peut susciter des questions. Et quelle place elle a cette pratique pour toi dans ta vie? Moi, dans ma vie, déjà de m'être entraînée à faire des guidances, des soins, etc. avec le tambour, ça m'a permis de développer mes perceptions. Donc, je suis devenue beaucoup plus intuitive. Maintenant, je reçois des messages où j'ai des intuitions sur des sujets sans même que je m'en rende compte. Euh, j'ai plein d'oracles. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière, mais j'ai toute ma bibliothèque qui est là. J'ai une quarantaine d'oracles. Que j'utilise régulièrement pour moi, pour mes proches, pour les personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est vraiment devenu des outils en fait logiques pour moi. Je fais mon pendule intérieur aussi pour prendre des décisions. Donc à chaque fois que je sens que j'ai une décision importante à prendre, je me torture plus l'esprit pendant 15 ans. Je me lève, je fais mon pendule, je choisis si c'est oui, si c'est non, les dates, même les prix de mes stages. Je fais tout avec mon pendule. Comme ça, la charge mentale est beaucoup plus allégée. Euh, voilà, et puis après, je choisis mes activités, comment j'utilise mon temps, quel lien j'entretiens avec les gens, vraiment basé sur ce que je ressens, si c'est juste pour moi, qu'est-ce que ça me demande en termes d'énergie. Voilà, je pense que ça s'invite tellement ensuite dans notre quotidien qu'on a du mal à savoir comment on fonctionnait avant, que ce soit le chamanisme ou même tout le reste. Hein. On va parler tout à l'heure d'intuition, de communication non violente, mais même ça, c'est des choses qui pour moi maintenant sont devenues des cadres naturels en fait de ma façon de fonctionner. Et qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans le chamanisme? Qu'est-ce qui t'a appelé dans cette pratique ou qu'est-ce qui te fait vibrer? Je ne sais pas quel mot employer, mais... Bah, moi, ce qui m'a appelée au début, c'était la curiosité. Tout le monde parlait des animaux totems, etc. Donc, j'ai eu envie un petit peu d'aller voir. Et puis, je pense que ça m'a donné une forme de compréhension sur qui j'étais, d'où je venais, ce pourquoi j'étais là. Ça m'a aidé à avoir des réponses. Mais moi, après, ce qui me fait vraiment vibrer dans tout ce que je fais, au final, et que je pense que je vais vraiment accentuer de plus en plus, c'est le chant, parce que pour moi, le chant, c'est devenu un outil de guérison. Voilà, chanter certains chants, ça permet vraiment d'accompagner les personnes dans ce qu'elles doivent traverser. Donc j'adore chanter. La danse aussi, c'est quelque chose que j'adore. Pouvoir se libérer à travers le corps,
quitter un peu l'espace de la tête et du mental. Et puis la respiration aussi que j'utilise beaucoup dans tout ce que je fais. Je pense que j'ai jamais j'ai jamais été témoin d'autant de transformations aussi marquantes qu'avec les pratiques de respiration que je fais. Et moi, ce qui me nourrit d'amour, c'est vraiment de voir quelqu'un arriver un peu chargé, un peu perdu, pas très bien, et repartir avec une nouvelle joie, une nouvelle lumière, une nouvelle clarté. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, je pense. Comment ça s'est passé ta rencontre avec le chamanisme? Quand est-ce que tu as découvert ça et comment est-ce que tu l'as découvert? C'était à peu près il y a 3 ans, quand je suis allée à un premier cercle de tambour pour découvrir cet allié. Mais je pense que ça a commencé déjà avant, en fait, quand je suis commencé à aller à des conférences, à des ateliers. J'étais allée à une conférence sur les mémoires akashiques, les annales akashiques, où il y avait une dame qui expliquait qu'elle se connectait à la mémoire du monde. Alors moi, j'étais là, c'est quoi ce truc? Donc j'étais allée me faire une lecture par une femme qui faisait ça. Donc ça avait commencé à me donner un peu des éléments de réponse. Et puis après, en fait, la voix chamanique, je l'ai empruntée de plein de voix différentes parce que quand j'ai fait un stage de danse, on a eu des pratiques de danse, de connexion aux éléments. Quand je suis allée chanter, enfin, à chaque fois, j'ai retrouvé une vibration chamanique, même si c'était pas écrit chamanisme. En fait, ça c'est venu nourrir tout ce en quoi tout ce que j'avais envie de nourrir par rapport à mes pratiques. Et c'est un petit peu tous ces événements-là qui sont venus raccrocher des wagons, en fait. Merci. Du coup, j'aimerais aller sur un autre sujet qui m'interroge aussi beaucoup, que je ne connais pas, et c'est l'astrologie, que tu pratiques aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'astrologie? Hmm. L'astrologie, ça a toujours été une passion depuis que j'étais jeune, donc je me suis un petit peu auto-formée déjà depuis toujours, et puis depuis qu'il y a eu ce virage, ça a explosé. Euh, En fait, l'astrologie, c'est pareil. Une fois que tu y as touché et que tu as mis un pied dedans, je crois que ça devient comme une maladie, entre guillemets, une bonne maladie. Parce que moi, je rencontre quelqu'un, je vais vouloir faire son thème. J'ai une amie qui va me parler d'une rencontre avec un ami. Je vais vouloir comparer leurs deux thèmes pour voir comment est-ce qu'ils rentrent en lien ensemble, etc. Après, forcément, je m'en sers dans mon travail pour voir quels sont les potentiels des gens, quelles sont les clés, quelles sont les problématiques à dépasser aussi. Parce qu'en fait, dans tous les thèmes, on peut voir un potentiel, des forces et des problématiques karmiques souvent. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça nous donne vraiment des informations de pourquoi on s'est incarné à ce moment-là, avec quoi on part comme bagage et vers quoi on doit se diriger en fait. Hmm. Et est-ce que tu as des petits conseils ou des rituels ou des tips astro que tu utilises toi dans ton quotidien ou qu'on pourrait nous utiliser, voilà, des petits réflexes ou des choses peut-être en lien avec les cycles lunaires ou... Alors le cycle lunaire et l'astrologie, déjà, c'est hyper vaste. Euh, Moi, j'ai envie de partager que c'est intéressant de regarder son thème, de vraiment comprendre que chaque planète donne des indications, de ne pas croire que l'astrologie, c'est quelque chose de figé et de déterminant, c'est-à-dire que c'est vraiment une grille de lecture qui nous permet de savoir, en fait, comme je disais avant, quels sont nos potentiels, avec quoi on part et qu'est-ce qu'on peut manifester. Donc pas prendre quelque chose comme ah ben moi j'ai ça, donc de toute façon ça c'est compliqué pour moi. Ça c'est un peu facile de tomber là-dedans. Donc plutôt de regarder ça comme quels sont mes potentiels et essayer de comprendre quelles sont les clés en fait qui peuvent venir me soutenir en fait quand il y a des blocages, etc. Euh, Par rapport à l'astrologie, en général, moi, ce que je conseille aux gens de regarder, c'est le soleil, c'est la façon dont on voit le monde. Euh, donc, c'est notre essence. Moi, je suis scorpion, voilà, j'ai tendance à voir le monde tout le temps de façon intense. J'ai envie de découvrir tous les mystères, etc. L'ascendant, c'est plus notre personnalité, la façon dont on fonctionne.
Ensuite, la lune, c'est tous nos mécanismes inconscients. Et puis, c'est aussi notre bagage karmique. Dans l'astrologie chamanique, c'est la tribu de laquelle on vient. Et ensuite, on peut regarder Mercure, c'est comment je communique, comment je pense. Vénus, c'est notre féminin sacré, c'est nos désirs, c'est la façon dont on manifeste notre capacité à vivre nos élans, à accueillir la vie, etc. Et Mars, c'est le masculin sacré, c'est comment je me mets en action dans le monde. Par quoi est-ce que je suis motivée? Qu'est-ce qui me donne envie de m'engager? Donc déjà, quand on comprend ça, avec ces planètes-là centrales, ça permet de voir un petit peu. Ensuite, il faut aller comprendre les signes, etc. Ça ne prend pas 2 secondes, mais déjà, on peut avoir un peu des bases sur ces sujets-là. Donc ça, je vais en faire une vidéo qui sera sur la plateforme pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus. Et après, par rapport au cycle lunaire, moi, j'ai écrit 2 livres sur le sujet aussi, mais ce qui est intéressant de savoir majoritairement, c'est que la nouvelle lune, c'est le moment de se recueillir, d'être dans des énergies d'introspection, et puis de commencer à réfléchir, de faire le bilan, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de semer comme graines au prochain cycle. Et la pleine lune, c'est plutôt l'apogée du cycle avec qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vibre, quelles sont les émotions qui bouillonnent en moi, qu'est-ce que je suis en train de traverser, qu'est-ce que je peux rééquilibrer. Voilà, la pleine lune, c'est plus une énergie d'expansion émissive, alors que la nouvelle lune, on est plus dans des énergies réceptives et d'introspection. Donc après, il y a plein de rituels, il y a plein de choses à regarder par rapport au cycle, mais en tout cas, voilà, ça peut être peut-être les choses déjà à regarder en premier lieu. Ouais, merci beaucoup oui, d'avoir expliqué un peu mieux comment l'astrologie, ça pouvait plutôt ouvrir plutôt que d'enfermer et que c'était vraiment une grille de lecture parce que c'est quelque chose dont on peut avoir peur parfois, ou en tout cas moi, ouais, j'ai peur de l'astrologie qui va me mettre dans des cases plus que ouvrir le champ des possibles. Et puis tu as parlé de cycle lunaire et d'intuition et ça va faire une super transition pour la suite, puisque c'est vrai que la Lune, on la rattache beaucoup aux émotions et à l'intuition. C'est quoi pour toi l'intuition? L'intuition, pour moi, c'est une intelligence supérieure qui fait qu'on ressent les choses, qu'on perçoit les choses, et ça passe pas par le prisme de notre mental, c'est-à-dire qu'on a un ressenti. On peut avoir des intuitions qui viennent de différents centres. On peut avoir une intuition qui va plutôt partir de notre vision. Ça peut être une intuition au niveau de notre cœur, vraiment quelque chose qu'on ressent au niveau émotionnel. Ou alors dans notre ventre, ça, ce sera plus une intuition instinctive, ça vient vraiment de nos tripes. Souvent, quand on est face à une situation où il y a quelque chose qui est inconfortable, on ne sait pas pourquoi, mais on a mal au ventre. Bah, ça, c'est l'intuition en fait qui se manifeste à travers le ventre. Parfois, on va se retrouver face à quelque chose où on sent que voilà, et c'est juste pour nous, on va sentir que notre cœur s'ouvre, qu'il vibre, on va ressentir beaucoup de joie. Ça, c'est plutôt une intuition émotionnelle. Et quand on sait juste, on sent, on peut avoir des images, une forme de clarté, une vision. Euh, Ça, c'est plutôt de l'intuition psychique. Mais en fait, il y a différentes intuitions. C'est ça qui parfois est un petit peu compliqué à cerner. Oui, et oui, c'est intéressant de revenir au corps, comme tu le dis, parce que parfois, on peut se demander si c'est vraiment de l'intuition ou si c'est des petites voix ou des histoires qu'on se raconte ou notre mental. Et du coup, peut-être que de revenir au corps, ça peut être une solution pour savoir si c'est vraiment de l'intuition ou si on reste encore dans notre mental. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette part de nous pour se reconnecter encore plus à notre intuition et avoir un peu plus de clarté dans ce qu'elle a à nous dire? Mm. Pour moi, la réponse, c'est la méditation, mais pas la méditation dans le sens s'asseoir sur un coussin et écouter des méditations guidées. C'est plus, en fait, apprendre à instaurer un état méditatif au quotidien dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire prendre la posture de l'observateur. Plus on observe, plus on est capable de percevoir ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau psychique. Vraiment, essayer de déceler, OK, là, quand je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça se situe? Quel est mon corps qui réagit? Quelle est la part de moi qui réagit? En fait, pour vraiment avoir une forme de clarté et de conscience de ce qui se passe, on est obligé de se connaître
de bien se connaître, de bien savoir comment on fonctionne, donc de connaître nos blessures, de connaître, parce qu'une blessure, ça va venir appuyer sur des choses quand on est en réaction, c'est qu'on a une blessure qui réagit. D'être capable aussi d'identifier nos projections. Parfois, on s'emballe en fait sur quelque chose. C'est juste notre esprit en fait qui va projeter une vérité, qui va se persuader que c'est comme ça, alors qu'en fait, quand on revient vraiment dans un état neutre de clarté, de constat de ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que souvent, on est dans la projection, oui, mais machin, il va penser ça, et si, et puis ça va être comme ça, et puis de toute façon, c'est ça. Mais en fait, non, si on revient dans l'instant présent, là, tout de suite, il n'y a aucune de ces projections qui est vraie, et on n'est absolument pas capable d'affirmer que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, je pense que c'est cet exercice-là de bien décortiquer comment notre mental fonctionne, de quoi il essaie de nous protéger, qu'est-ce qu'il projette, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses mécanismes, quelles sont les blessures de l'ego, quels sont tous ces petits rouages un petit peu dont on n'a pas conscience quand on n'a pas l'habitude de s'observer. Et puis en fait, quand on commence à se regarder, on arrive à comprendre un petit peu plus comment on fonctionne. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Et, ouais, c'est vraiment de s'observer et de faire la part des choses entre nos émotions, nos besoins, nos petites voix. Et, et du coup, ça fait aussi le lien et la parfaite transition pour la dernière pratique dont tu vas nous parler sur Pawa et dont tu parles souvent aussi, c'est la CNV. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Donc la CNV, c'est la communication non violente qui a été mise en lumière par Marshall Rosenberg, qui a écrit le fameux livre Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs, qui est vraiment le livre de la communication non violente si on veut se renseigner sur le sujet. Et moi, ma maître incontestée et grande guide que j'adore sur le sujet, c'est Isabelle Padovani, qui est vraiment, voilà, elle a dédié de nombreuses années là à parler de tout ça. Elle a plein de vidéos sur sa chaîne, etc. On essaiera de lui demander si elle veut venir sur Pawa pour nous faire une petite vidéo. Mais en tout cas, voilà, la communication non violente, c'est vraiment l'idée d'être capable de s'exprimer, d'exprimer nos besoins, d'observer nos besoins pour en avoir la clarté déjà pour nous-mêmes et ensuite de pouvoir l'exprimer à l'autre sans être dans l'attente, sans être dans la projection, sans être dans le conflit, mais tout simplement en fait que ça parte de l'espace de notre cœur pour qu'on soit capable d'avoir des échanges et des interactions saines avec nous-mêmes et avec les autres. Je pense que c'est un petit peu ça. En gros, c'est vraiment l'intelligence du cœur, la communication non violente pour moi. Et selon toi, qu'est-ce que ça a apporté au monde de demain, cette communication non violente, cet outil qui permet du coup de créer et d'entretenir des relations plus saines? L'être humain, il a tendance à être tout le temps en réaction. Il est tout le temps en réaction. Si on n'a pas cette conscience de soi dont on parlait juste avant, on se laisse tout le temps guider par nos réactions. Et une réaction, c'est une action basée sur quelque chose qui nous fait réagir, quelque chose qui vient, qui est touché chez nous. Donc souvent, c'est des blessures qu'on porte depuis un bon moment. On a tous des blessures, on a tous plein de trucs qui nous déclenchent. Et en fait, si on ne fait pas attention, on est tout le temps en pilote automatique et on ne fait que réagir. C'est-à-dire que quelqu'un va nous bousculer, on va réagir, quelqu'un va nous dire quelque chose, on va réagir, quelqu'un va agir d'une certaine manière, ça va venir toucher un truc chez nous, on va réagir. Et du coup, le fait d'être en réaction, on n'est jamais dans une action consciente et on n'est jamais dans une action juste, claire, alignée avec nos valeurs, alignée avec l'amour qu'on porte aussi dans notre cœur. Et donc, on ne peut pas avoir des actions conscientes dirigées dans le but de venir nourrir en fait quelque chose dont on a profondément besoin. Je donne un exemple. S'il y a quelqu'un en face de soi qui dit ah écoute j'ai pas le temps, j'ai besoin d'être un peu seul, etc. Là nous on réagit avec notre espace d'abandon ou de rejet. On va dire ah bah tu sais quoi, vas-y reste tout seul, tu me saoules. Ça va pas du tout être bénéfique et ça va pas venir nourrir notre besoin d'être écouté, d'être entendu et d'être soutenu. Par contre si on dit ok d'accord j'entends ton besoin, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour qu'on puisse échanger ensemble et que tu puisses écouter ce dont j'ai besoin de te parler.
et que la personne elle dise oui, si tu veux, on peut faire ça ce soir après qu'on ait mangé, etc. Bah là, il y a quelque chose qui va s'apaiser et on va se dire ok, mon besoin il a été entendu et je vais pouvoir venir nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Donc c'est tout le temps ça en fait. C'est-à-dire que si on fait que réagir, de un, c'est dommage parce qu'on continue de nourrir nos blessures et en fait, ça ne nous fait pas du bien. Et en plus, c'est pas stratégique parce que ça vient pas nourrir nos besoins. En fait, c'est tout le temps un échec si on n'est que dans la réaction. Alors que si on est dans une action consciente basée sur la bienveillance, la compassion, l'écoute, eh ben, on a beaucoup plus de chances que notre besoin soit nourri. Hmm. Ouais, d'où l'intérêt de vraiment réussir à s'auto-observer pour savoir quels sont vraiment véritablement nos besoins et oser les exprimer, effectivement. Sinon, Mm. on a tendance à penser que tout le monde va deviner ce dont on a besoin. Et c'est aussi une forme d'autonomie relationnelle et de prendre ses responsabilités aussi que de savoir faire des demandes correctes. Euh, Par Ouais. rapport à l'état du monde, voilà, en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Je pense que le monde a besoin de beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faudrait qu'il retrouve déjà ce pourquoi on s'est incarné. Euh, et on s'est incarné pour faire l'expérience de l'amour, la plus pure, sous toutes ses formes. Et l'amour, ça inclut le partage, ça inclut la compassion, ça inclut l'écoute, l'entraide, la solidarité. Euh, que chacun puisse prendre sa place, que chacun puisse rayonner qui il est, ses potentiels, ses dons, ce pourquoi il est venu là. Et en fait, le problème, c'est que l'être humain, il a tellement été abîmé par des années, des générations, des millénaires euh, de guerres, de croyances, de blessures, qu'il a oublié en fait qu'il s'était incarné pour vivre dans l'amour. Et, hum, et c'est ça qui fait qu'en fait, l'être humain, il est constamment en réaction. Et très peu souvent dans une action consciente. Euh, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important en fait que tout le monde se mette à faire du développement personnel et se reconnecte à sa spiritualité parce que bon, c'est génial l'astrologie et tous les outils dont on apprend, c'est des outils, c'est des grilles de lecture qui nous permettent un petit peu de savoir plus quels sont nos potentiels, pourquoi s'incarner, avec quoi, qu'est-ce que j'ai comme bagage. Mais le vrai cœur de la vraie spiritualité, c'est juste comment est-ce que je me reconnecte à la joie, comment est-ce que je me reconnecte à l'amour, comment est-ce que je peux le vibrer pour moi et comment est-ce que je peux le vibrer à l'extérieur de moi pour que les autres êtres se souviennent que c'est ça la véritable, euh, le véritable sens de cette incarnation. Et, et c'est pas évident parce que quand on est entre nous dans une communauté consciente, quand on a tous un petit peu fait ce travail-là et qu'on commence à se rendre compte de ce qui est vraiment important, qu'on a appris à lâcher prise, qu'on connaît la résilience, qu'on connaît la communication non violente, qu'on connaît tous les outils qu'on est en train d'acquérir, c'est plus facile. Mais quand on est dans un environnement où on est entouré de gens qui sont que dans la compétition, le combat, le conflit, la frustration, la colère, la peur, la tristesse, c'est double difficulté. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire un chemin vers soi, de vraiment retrouver cette autonomie dont on parle souvent et de voilà, retrouver en fait quelle est la lumière qu'on a envie d'incarner aujourd'hui et en même temps d'apprendre à se libérer et se détacher des personnes qui n'ont pas envie de faire ce chemin-là. Parce que qu'elles n'aient pas envie de faire ce chemin-là, c'est OK. Mais par contre, qu'elles nous empêchent de faire le nôtre, ça, c'est dommage. Hmm. D'où l'intérêt de toutes ces belles pratiques et tous ces outils dont on vient de parler et que tu diffuses déjà depuis plusieurs années à travers tout ton travail et tes stages et puis que tu vas encore plus diffuser grâce à Pawa. Euh, pour finir, j'ai deux petites questions que j'aime bien poser à tous les intervenants. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a inspiré ou qui t'a marqué dans ton parcours et que tu aimerais partager et nous dire pourquoi est-ce qu'il t'a marqué? Oui, moi, le livre qui m'a marqué et que je conseille à beaucoup de monde, c'est le livre des secrets de Osho.
Mais son nom, l'auteur, c'est son vrai nom, c'est Bhagwan. Enfin, c'est un truc hyper compliqué. Mais si vous tapez le livre des secrets sur Google, vous allez tomber dessus. Il a une couverture rouge. Pour moi, ce livre, il englobe vraiment tout ce qui est important de savoir. Osho, c'est un grand maître un peu controversé parce que forcément, il est dans la mouvance du tantra. Donc, il parle beaucoup de tantra dans le livre. Mais c'est le tantra au sens euh, accueillir la vie, accueillir la respiration, accueillir chaque mouvement comme s'il était juste, comme s'il était de son plein droit d'exister, de rien renier, de rien rejeter. Et moi, ce livre, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. En plus, j'ai commencé à lire quand je suis partie au Pérou il y a 1 an et demi. Et je l'ai lu, j'étais en plein milieu de la jungle amazonienne, vraiment connectée à moi-même toute seule pendant 3 jours, c'était assez perturbant. Et pour moi, voilà, ce livre, c'est vraiment, il explique euh, le, le côté, le mental dont on parlait avant, qui a tout le temps besoin de juger, qui a tout le temps besoin de classer, de rejeter. Il parle de la respiration, il parle des émotions, il parle de l'amour, il parle de plein plein de choses qui sont vraiment magnifiques. Donc moi, ce livre, ça a vraiment été une révélation. Après, si je peux en donner 2 autres, il y a Conversation avec Dieu, mais je pense que celui-là, il va y avoir beaucoup de monde qui va le dire aussi, de Neil Donald Walsh, qui pour moi reprend tout ce qu'on a dit aussi sur l'amour, la peur. Voilà, à chaque fois, on a le choix entre les deux énergies et il explique comment tout fonctionne, mais faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant. Et j'ai aussi beaucoup aimé le livre de Isabelle Padovani qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Au cœur du vivant, où elle a écrit beaucoup de textes et de poésies qui reprennent euh, toutes les bases en fait de la communication non violente, de l'amour pour soi, pour les autres, le non-jugement, etc. Merci. Toujours dans la même veine, j'aimerais te demander si tu as une personne particulièrement qui t'inspire aujourd'hui ou qui t'a inspiré dans ton parcours et qui fait que aujourd'hui tu en es là peut-être. Il y en a tellement. C'est une question pas très facile, ouais. Il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, Ouais, je pense que ce serait difficile d'en nommer une seule, mais j'ai été marquée par euh, chaque personne en fait que j'ai croisée et qui est venue me nourrir de ses enseignements et de sa façon d'être, que ce soit la personne avec qui j'ai fait la retraite de danse mystique en Thaïlande, mon prof de chant qui m'a appris à chanter des mantras en Inde. euh, que ce soit Morgane, avec qui j'ai beaucoup collaboré, co-animé des stages, qui m'a beaucoup appris, qui a été vraiment quelqu'un de très important pour moi ces 3 dernières années. Isabelle Padovani, qui transmet aussi beaucoup de choses. Euh, ouais, il y a tellement de gens, et même sur les réseaux sociaux, je vois toutes ces personnes qui maintenant incarnent la nouvelle vision du monde et cette transformation-là. Euh, Même que ce soit des grands Américains comme Tony Robbins, qui a pas du tout la même énergie que moi et qui est vraiment dans quelque chose de très genre coach à donf. Même lui, je trouve qu'il fait un travail incroyable. Donc, ouais, ce sera difficile d'en choisir qu'un. Après, je suis vraiment très inspirée aussi par mes amis qui m'entourent, que ce soit Anne-Claire avec qui on a choisi de créer ce projet et toutes mes amies coachs, praticiennes. Voilà, je me nourris et j'ai vraiment énormément de gratitude pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées parce que c'est ce que je dis souvent quand on me demande quel a été euh, mon plus grand atout depuis que j'ai commencé à faire tout ce que je fais. Moi, je le dis, c'est les personnes que j'ai rencontrées et toutes les personnes avec qui j'ai créé, co-créé, toutes les collaborations que j'ai faites et tous mes amis qui ont été des soutiens et des piliers, parce que j'en serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces personnes-là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la plus grande des richesses. Hmm. Ouais, d'où l'intérêt de se réunir et de se soutenir et d'avancer ensemble. Et c'est un petit peu le projet aussi avec Pawa, de transmettre, mais aussi de créer cette communauté en France de personnes qui ont envie d'avancer et d'incarner leurs valeurs dans le monde, de continuer à se former, à apprendre autre chose et voir que c'est possible autrement.
Est-ce que tu as quelques mots à dire pour terminer cette interview sur les vidéos que tu as tournées pour Pawa? Hmm. Moi, j'ai envie de dire, voilà, retrouvez votre autonomie. Retrouvez votre autonomie, écoutez votre intuition, allez vers ce qui vous appelle, ce qui résonne, ce qui vibre juste pour vous. N'écoutez pas votre tête qui vous dit qu'il faudrait faire ça, qu'il faudrait faire ci. À partir du moment où il y a l'injonction il faut, c'est qu'en général, il y a un souci. Il faut vraiment, tu vois, je dis il faut vraiment. C'est plus aligné euh, d'aller vers ce qui nous procure de la joie, ce qui vibre vraiment pour nous. Donc, si ça vibre pour vous de venir vous nourrir de toutes ces vidéos qu'on va mettre sur la plateforme, faites-le. Si vous avez envie d'aller plus loin avec certains praticiens qui proposent des choses, faites-le. Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous met en joie. Ne laissez pas votre pouvoir personnel dans les mains des autres. C'est souvent le piège quand on est un petit peu perdu et qu'on cherche sa voie, de vouloir s'en remettre à l'extérieur parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais l'autonomie, ça reste vraiment la clé d'être capable de savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour nous, vers quoi on veut se diriger. À mon avis, si on était tous comme ça, eh ben, on serait capable de créer une merveilleuse communauté où il n'y aurait plus de problèmes, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de jalousie, d'avidité. Chacun se sentirait à sa place et chacun serait capable de contribuer à sa juste valeur. Donc voilà, si vous avez envie de faire partie de ce monde-là, je pense que vous êtes au bon endroit et voilà, ne laissez personne vous dire que c'est pas possible, que c'est trop perché, que c'est trop bizarre, qu'il y a toujours des problèmes et qu'il y a tout le temps des obstacles. C'est faux. Quand on est vraiment à sa place et quand on sent que c'est juste pour nous, tout est possible. Waouh, magnifique mot de la fin, merci beaucoup. Et ben, c'est tout ce qu'on souhaite pour Pawa et pour le monde de demain. Et merci encore pour ce projet, merci pour ton temps. Je suis Merci hyper à heureuse de faire partie de ce projet. Merci encore, Aurore. Merci à toi d'être là avec nous. Et j'ai hâte de voir les prochaines interviews avec les autres praticiens. Je suis sûre qu'on va créer un joli foyer d'énergie. Donc merci aussi à ça. Belle journée à toi, à bientôt. Merci.